Bonjour tout le monde, bienvenue au gala Célébrons nos efforts, une première édition de ce gala. Pourquoi? Bien, vous en conviendrez avec moi, ça a été une année particulière, spéciale, qui a même pu être difficile et on s'est dit que c'était un excellent moment pour prendre une pause, reconnaître les efforts et les fiertés reliées à 2020. D'ailleurs, cette année spéciale, on le sait, c'est en raison de la COVID et on n'y échappe pas. Aujourd'hui, on est à l'amphithéâtre du siège social, mais soyez assurés que toutes les règles de distanciation sociale, de santé publique sont respectées. Les mêmes règles qu'on vous demande lorsque vous travaillez. En fait, si on ne peut pas être à plus de 2 mètres de distance, il y a les masques, il y a les lunettes, le personnel technique les porte, les gens dans la salle également. Si vous nous voyez sans masque, c'est parce qu'on est assez loin les uns des autres pour le gala. Et aujourd'hui, vous allez voir des collègues de partout en province qui vont s'adresser à vous. Ils ont enregistré des petits mots. Vous allez aussi voir toute l'équipe de direction d'Éric Filion qui va venir vous parler de 4 grands thèmes, c'est-à-dire la santé, sécurité, l'expérience client, la transition énergétique et l'efficacité opérationnelle. Il sera question de tout ça au cours de ce gala. Et là-dessus, je laisse la parole à notre président, Éric Filion. Merci beaucoup, Sandrix. Bonjour à toute l'équipe. Très content d'être avec vous pour ce gala de fin d'année. Évidemment, une année, on sait que ça a été marqué par la COVID, plusieurs défis professionnels, des défis personnels aussi pour certains d'entre nous, clairement, mais aussi une année marquée par des très grandes réalisations pour lesquelles on est très, très fiers. Donc, à quelques jours de Noël seulement, moi et mon équipe, c'était important de prendre le temps de vous rencontrer virtuellement, mais pour vraiment prendre le temps de vous remercier chaleureusement. Donc, à Hydro-Québec Distribution et Services partagés, on est 6500 employés. 6500 petits cœurs qui battent, qui sont là, qui ont une énergie commune qui est déployée pour mieux servir nos 4,4 millions de clients. Une équipe qui vraiment travaille en collaboration avec toutes les unités à travers l'entreprise, qui met la main à la pâte et qui s'est réinventée tout au cours de l'année. Vous savez, le 12 mars, on devait se rencontrer pour les gens qui sont à Montréal, au Palais des Congrès, en présentiel. Évidemment, la veille au soir, on a eu un changement de plan pour les raisons que vous pouvez imaginer, mais on était loin de se douter que notre vie, en fait, allait basculer à partir de ce moment-là. Donc, plusieurs mois plus tard, on se rencontre, on peut faire des constats sur l'année. Moi, je trouve que ça a été une année qui a été vraiment, évidemment, hors du commun, mais une année exceptionnelle. Une année où il y a des défis, mais aussi beaucoup de positifs. Donc, et tout ça, évidemment, grâce à vous, nos 6500 employés. Vous êtes restés motivés tout au cours de l'année. On a vu du travail vraiment avec acharnement dans tous les secteurs pour s'assurer de rencontrer notre mission. La pandémie, évidemment, ça nous a éloignés physiquement, mais on peut constater aussi que ça nous a soudés collectivement pour devenir une équipe encore plus forte. Donc, tout au cours du gala, les membres de l'équipe vont vous parler de nos grandes réalisations, mais il y en a quelques-unes que je voulais quand même mettre en évidence. Évidemment, ce n'est pas une liste complète, mais sûrement que la majorité d'entre vous allez vous reconnaître. Tout d'abord, en milieu d'année, on a accueilli au sein de nos rangs l'équipe de services partagés, une belle grande équipe avec qui il y a énormément de synergie avec la distribution. On a réussi à rétablir 50 000 clients en panne cette année. On a réussi à raccorder aussi 25 000 nouveaux clients, et ça malgré l'arrêt des travaux en avril et mai dernier. On a complété plus de 84 000 demandes clients. Donc, c'est un volume qui est très, très important par rapport aux années précédentes. Vous avez réussi à ordonnancer plus de 150 000 travaux à travers la province. On a répondu à 40 000 demandes clients qui nécessitaient du support de notre ingénierie. On a aussi consulté aux Îles-de-la-Madeleine plus de 2700 personnes, des clients, pour avoir leur opinion sur la transition énergétique. On a construit et mis en service un micro-réseau avec la communauté du lac Mégantic, une innovation vraiment importante pour nous, et je vous invite à écouter un petit reportage qui a été fait par Découverte en novembre, c'est très éducatif. On a réussi à installer plus de 110 000 compteurs à travers la province chez nos clients. On a réussi également à élaguer plus de 150 000 portées, puis on sait que la maîtrise de la végétation est très importante pour la qualité de notre service. Vous avez participé à 6 missions à l'extérieur du Québec, dont une tout récente en début décembre, où on a envoyé 22 équipes dans le Maine. On a réussi à faire approuver par la Régie un nouveau tarif pour les serristes, et ça vraiment dans l'optique de favoriser l'autonomie alimentaire au Québec. Donc un pas encore là important pour notre société.
Dans tout ça, évidemment, il y a eu des gestes d'altruisme également. On a participé à la campagne Je contribue. En fait, plus de 400 de nos employés ont participé à recruter du personnel de la santé pour supporter la pandémie. Et dans tout ça, vous avez été engagés plus que jamais. En fait, on a eu un taux record cette année d'engagement à 88 %. Plein de belles réalisations, mais aussi plein de belles reconnaissances qui nous proviennent de l'extérieur d'Hydro-Québec. Puis ça, c'est important. Je pense que c'est une petite tape sur l'épaule pour toute l'équipe. Quelques prix qu'on a reçus, certains très prestigieux. Le premier, un prix de eSource. En fait, c'est un prix qu'on a reçu pour l'expérience employée qu'on a développé dans nos centres d'appel. On a reçu également le grand prix de la North American Customers Centricity Awards. Encore là, c'est un prix international pour notre leadership en expérience client. On a reçu tout récemment en novembre un prix d'excellence de l'Association canadienne d'électricité, et ça dans le secteur de la santé-sécurité, étant une entreprise qui s'était grandement améliorée, en fait le plus améliorée au niveau du transport et de la distribution. Et tout récemment, j'ai eu le privilège de participer au gala du Mouvement québécois de la qualité, où le gouvernement du Québec nous a remis la plus haute distinction, donc un prix, un grand prix qui souligne vraiment notre quête de l'excellence. Donc tout ça, je vous dis un grand merci. C'est vraiment grâce à votre créativité et votre engagement. Donc plein de belles choses qui ont été faites au cours de l'année. Puis j'aimerais citer un philosophe, en fait un mathématicien qui s'appelle Edward Deming, qui disait « La qualité, c'est l'affaire de tous ». Et clairement, c'est ce qu'on a fait cette année ensemble. C'est important aussi de souligner qu'il y a des gens qui font affaire directement avec nos clients, qui ont eu un impact important sur notre mission de base, mais aussi il y a un paquet de gens dans l'équipe qui supportent ces gens-là. Et les deux équipes sont très, très importantes et je vais être sûr de n'oublier personne en fait et de vous remercier chaleureusement encore une fois pour tout votre support. Là-dessus, je vais enchaîner avec l'équipe. On va poursuivre avec notre gala. C'est important, vous allez voir, les membres de mon équipe vont être présents. On tenait à vous reconnaître, vous remercier, mais aussi plusieurs employés à travers la province qui vont partager leur grande fierté. Là-dessus, je souhaite un excellent gala. Bien, merci, Éric. Effectivement, on en a parlé de ses collègues un peu partout. C'est vous, évidemment. Vous avez des choses à dire, vous avez des fiertés pour 2021. On regarde certains messages qui ont été enregistrés. En 2020, je suis fier d'avoir participé à notre objectif, celui de réduire le nombre de pannes électriques liées à la végétation. En 2020, je suis particulièrement fière d'avoir pu participer au développement de l'autonomie alimentaire du Québec en participant avec mes collègues au développement d'un nouveau tarif visant à soutenir le développement des serres au Québec. Et je suis particulièrement aussi reconnaissante cette année d'avoir pu fêter mes 50 greffes bipulmonaires, sans quoi je ne pourrais pas être ici avec mes amis et collègues d'Hydro-Québécois pour relever des beaux défis. Eh bien oui, ça, c'est des collègues qu'on vient de voir. On va en voir d'autres au cours du gala. Et vous allez voir des photos également, puis des photos des mois précédents à la COVID, parce qu'il y a eu ça en 2020, donc des collègues près les uns des autres, pas de masque. C'était la vie avant la COVID et c'est quand même agréable de revoir des images de tout ça. Ce qui nous amène à notre premier segment, le segment santé et sécurité. Et pour aujourd'hui, on a rebaptisé un peu ces catégories-là. On va l'appeler pour aujourd'hui la catégorie Virons pas fou. Et pour en parler avec nous, on a Régis Tellier et Nadia Bilodeau. Merci, Sandrix. Je me permets d'utiliser une expression qui est fréquemment utilisée aux îles de la Madeleine pour introduire le sujet « What a grosse année en santé-sécurité ». Effectivement, il y avait de quoi virer fou. Je faisais juste penser à où on en était à pareille date l'année passée. Jamais on n'aurait pu penser ou imaginer un seul moment qu'on allait se poser autant de questions existentielles. Donc, au niveau des masques, est-ce qu'on doit respecter ou non le 2 mètres? La même chose qui est arrivée avec les lunettes, les visières, les flèches. Est-ce qu'on doit en mettre, pas en mettre? Les plexiglas, les chaises de cuisine. Est-ce que c'est idéal pour faire du télétravail ou non? La distanciation, même le damier dans les avions qu'on devait utiliser pour aller au niveau du Grand Nord. Donc, tout ça pour vous résumer que, ouf, on a vraiment été confus en 2020. Mon wow, dans le fond, ce que je veux vous adresser, c'est cette
incroyable adaptation que vous avez faite tout au cours de l'année. Moi, ça m'a réellement impressionné. À quelle vitesse et quel moment vous avez réussi à vous adapter. Le deuxième segment que je souhaitais parler, c'est concernant HQDSP, effectivement, par rapport à l'accomplissement. Donc, malgré tout ce qu'on a vécu, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a réussi à faire les allers-voir. Donc, les allers-voir au terrain, tant en nombre que garder le focus au niveau de nos risques, ça a été un record en 2020. La même chose, on a innové en faisant des campagnes de sensibilisation, des semaines thématiques. Il y a eu aussi plusieurs belles preuves de travail d'équipe. On s'est attardé sur les risques principaux comme les chutes, les énergies dangereuses, les TMS, les véhicules en mouvement et autres. Donc, mon wow pour ce segment d'accomplissement est l'ingéniosité et la créativité que vous avez apportées. Donc, c'était vraiment super. Merci. Bref, 2020, vous avez été impressionnant. Moi, je me souviens quand ça a commencé la COVID, j'étais avec le CSP. Je me souviens des équipes de direction de matériel, toute la logistique pour l'approvisionnement des masques, des produits nettoyants pour les mains, des désinfectants. On a même travaillé avec les gens de l'IREC pour fabriquer notre propre purelle, quand même pas rien. Aussi, les gens de transport, Nadia en a parlé pour le damier dans les avions, dans les autobus, tout le nettoyage en dessous, les séparateurs aussi dans nos nacelles. Quand même un effort colossal à ce niveau-là. Puis les gens aussi de gestion des immeubles pour tout l'entretien ménager dans les espaces communs. Tout revoir les contrats avec l'ensemble des fournisseurs pour être capable d'adapter ça dans un temps record. Puis ça a été vrai là, mais je l'ai vu aussi au niveau du terrain, d'adapter tous nos comportements pour le nettoyage des outils, faire nos quotidiennes avec respecter la distanciation, être capable de suivre les consignes-là. Puis tout ça, on a été opérationnel pour le mois de juin. Fait en somme, on veut vous dire un gros merci. Merci d'avoir adhéré à toutes ces mesures-là mises en place dans un temps record, puis avec toute l'incertitude qui vient avec. Parlant d'incertitude, deux choses qui ont été mises à l'épreuve cette année, la tolérance à l'ambiguïté puis la capacité d'adaptation, et ça, tout en gardant le focus sur la santé et sécurité. Et sincèrement, vous l'avez bien fait. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais on a réduit de 30 nos accidents avec conséquences d'assignation temporaire et perte de temps. Ça représente 50 événements de moins versus 2019. Et ça, c'est 50 personnes qui ne se sont pas blessées au travail avec une conséquence soit d'arrêter ou d'ajuster le travail. Fait que bravo, chapeau à toute l'équipe. Coup de cœur de 2020, vraiment, c'est démystifier la santé psychologique. Hein. C'était un peu tabou de parler de ça à Hydro-Québec, la santé mentale, il y a une couple d'années. Et cette année, on est venu un peu dédaboutiser. Là. Ça n'existe pas, mais je l'invente pour bien se comprendre. C'est-à-dire qu'on a pris le temps d'en parler, d'avoir des conversations à ce niveau-là, d'échanger là-dessus. Oui, la pandémie a apporté à quelque part cet objectif commun-là d'en parler, mais on l'a vu avec le télétravail. Tu sais, le télétravail, bien, il fallait s'adapter à une nouvelle organisation, ajuster l'ordinateur à la maison, les écrans, faire venir la chaise pour l'ergonomie, adapter de nouveaux outils aussi, les caméras, tu sais, regarder l'écran, la caméra, puis également commencer à travailler avec Teams, Webex, pas se parler un par-dessus l'autre, apprendre à y aller à tour de rôle. Fait on est venu un peu mettre la séparation qui existait entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, elle est un peu disparue. Hein? Fait ça, c'était pas évident, cette cohabitation-là, puis ça a emmené son lot d'anxiété. Et moi, je sais, tu sais, notre maison, c'est un peu notre havre de paix, et là, c'est devenu un peu un havre d'agitation avec le travail. Fait anxiété supplémentaire. Également, tout ce qui est associé à notre charge de travail, grosse pression cette année, pression pour le client qui demandait des raccordements toujours, on est un service essentiel. Mais en même temps, le client était davantage chez eux avec le télétravail. Toute la maintenance de nos actifs qu'il fallait récupérer avec le petit temps de pause qu'on a eu a amené également une pression à ce niveau-là. Les centres d'appel, nombreux d'appels de clients dans le besoin. Puis il fallait aussi bien communiquer toutes les mesures pour les soutenir, ces clients-là. Fait que beaucoup d'efforts. Qui dit charge de travail aussi, charge mentale. Fait que ça faisait partie de l'équation. Fait que ça, c'est important, mais l'entreprise a mis des mesures en place. Hein. Souvenez-vous de la campagne, ça va bien aujourd'hui, pour vraiment comprendre c'est quoi la santé psychologique, c'est quoi les signes pour le reconnaître, comment on peut trouver l'équilibre à travers ça. On a eu également le programme d'aide aux employés qui a été élargi au niveau de la famille parce qu'en sachant qu'on a du soutien pour nos familles, bien, ça nous libère aussi cette préoccupation-là comme travailleurs. Tout également les délégués sociaux qui ont fait un job colossal pour soutenir également. Et vous, en équipe naturelle, quand vous avez pris la peine d'en parler, d'échanger, des fois un par un, des fois avec le gestionnaire en équipe, prendre un petit temps d'arrêt, ça, c'est tous des beaux moyens qui ont été mis en place. Fait à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? C'est qu'on a été davantage une grande équipe bienveillante en 2020. Puis tout dans cette adversité-là, bien, on a appris à devenir un nous plus fort, autant individuellement que collectivement. Et ça, c'est tout à votre honneur. Bravo. Merci à vous deux. J'ai envie de vous poser une question. Si vous avez une leçon à retenir en santé et sécurité en 2020, ce serait laquelle, Nadia?
Bien, pour ma part, dans le fond, quand j'y réfléchis réellement, et je me dis, tout ce qui est santé psychologique et santé physique, à quel point c'est intimement lié et l'importance de prendre soin de nous-mêmes. Dans mon cas de santé, je te dirais la résilience. On le savait au niveau des pentes qu'on était bon pour être capable de survivre rapidement sur un descente, mais en lien avec la santé, sécurité, tout l'effort que tu avais là, c'est là qu'on tantôt tu parlais de créativité, Nadia, la créativité, l'expertise qu'on a à Hydro-Québec, la vélocité, quand ça concerne les risques santé sécurité. Fait que moi, je suis très fier de ça parce qu'on a d'autres risques aussi qu'il faut attaquer. Puis savoir qu'on a cette capacité-là, là, c'est très rassurant. Encore merci. Et puis, par la magie de la technologie, on retourne se promener un peu partout en province, voir ce que nos collègues ont à dire au sujet de leur fierté de 2020. En 2020, je suis fier d'avoir innové pour que l'on comprenne mieux ce que les Québécois ont besoin, pour que l'on supporte l'adoption de technologies qui vont rehausser le niveau de vie de tout le Québec et d'avoir fait ça entouré des meilleurs. Tami puutiunga Hydro-Québec Pilipinas tuilaqsunga aqaaruni 27 pigusuppunga tami kumalukpitala leqatta tamani tasiuyami nunavimmi nakumi. Et ça nous amène à notre deuxième catégorie, celle de l'expérience client. Je vous disais qu'on a rebaptisé tout ça aujourd'hui. On va la renommer un chausson avec ça. Et pour en parler, on a avec nous José Nadeau et Michel Cartier. Grosse année en santé-sécurité, aussi pour l'expérience client puis l'expérience employé. On s'est vraiment reviré de bord ici. On a équipé nos gens pour le travail à domicile à un temps record. On a tout transformé nos façons de faire en mode virtuel, que ce soit la formation, le fonctionnement des équipes, notre programme de caucus. On a vraiment trouvé des façons d'innover, être agile avec nos clients. On a aussi modifié nos messages clients pour la COVID en lien avec l'ensemble de nos opérations. Puis ensuite, bien, on les a modifiés, remodifiés, remodifiés. Sur notre espace client, dans notre système de réponse vocale interactive, dans nos processus au réseau, sur le site web, au téléphone avec nos représentants, nos techniciens, nos gens en clavardage. On a encore simplifié et maximisé vraiment notre accessibilité en intensifiant un virage vers le web. Aussi, on a appelé directement nos clients pour prendre des ententes de paiement de façon proactive. Il ne faut surtout pas oublier nos grands clients et notre clientèle affaires pour laquelle on a vraiment accompagné et fait de l'allègement pour eux. Bref, partout et en continu, on a vraiment fait preuve d'une belle capacité d'adaptation. Puis si j'aurais deux mots pour vraiment résumer l'année, José, je dirais accompagnement et agilité. Et toi? Hey my God, tu as raison, Michel. On en a-tu fait des acrobaties? Tout le monde a redoublé d'ardeur. En fait, on a rendu l'impossible possible. Puis Michel, je pense que tu vas être d'accord avec moi que si on n'avait pas eu la mobilisation et la contribution de tous, on ne serait pas arrivé à ces beaux résultats-là. En fait, on s'est installé en mode gestion de crise. Puis à HQDSP, en mode gestion de crise, on est vraiment plus que hot. Vraiment, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Le client, dans notre division, c'est dans l'ADN de tout le monde. Tout le monde vraiment a une préoccupation client. Tout le monde s'occupe de mieux le servir chaque jour. Ensemble, on a réussi à garder le cap vraiment sur notre mission de base, qui est d'assurer la fiabilité du service électrique, mais surtout, on en a fait beaucoup plus. En fait, la catégorie ne se nomme pas un chausson avec ça pour rien. Les clients reconnaissent vraiment nos efforts. Notre satisfaction client a augmenté de façon significative. En fait, les très satisfaits sont à 45 % alors que les très et assez satisfaits sont de l'ordre de 96 %. Ce n'est pas rien. On a réduit aussi le nombre de plaintes de 28 %. En plus de ça, on pourrait dire que la cerise sur le sundae, c'est qu'on a raflé plusieurs prix, comme Éric vous l'a mentionné en début de rencontre. C'est un immense travail d'équipe, une année exceptionnelle, vraiment. Chapeau à chacun d'entre vous. D'après vous, les clients en 2020, qu'est-ce qu'ils retiennent par rapport à nous et à l'expérience client, José? En fait, je pense que nos clients ont vraiment senti, puis le mot « senti », c'est vraiment le bon mot. C'est vraiment, ils ont senti qu'on s'est adapté à la situation. On a voulu alléger leur fardeau avec tous nos allègements qu'on a faits au niveau des frais d'administration, etc. Et on a proposé surtout des solutions très innovantes pour les accompagner dans leurs projets futurs. Moi, pour ajouter à ce que José dit, on a vraiment humanisé notre approche avec eux.
On était à l'écoute de leurs besoins, que ce soit nos employés et nos clients. Puis aussi, on a été vraiment bienveillants dans le contexte de la pandémie, puis on continue de l'être. Merci à vous deux. Merci. Et là-dessus, on retourne faire un tour un peu partout en province, voir ce que nos collègues ont dit. Moi, je pense que ma grande réalisation de 2020, c'est tout simple, c'est d'avoir su m'adapter avec ma nouvelle réalité en télétravail. Donc, d'avoir trouvé l'équilibre entre le sport, les enfants, mon travail, tout ça. Ça n'a pas été facile au début, tous les horaires ont été changés. Il a fallu remettre les trucs à l'agenda tranquillement, pas vite. J'ai compris quand même assez rapidement qu'un break, c'est pas fait pour faire une brassée de lavage. Puis qu'il y avait du temps de transport sauvé aussi. Donc moi, j'en profite souvent pour aller courir, même à moins 5, même à moins 15, même à moins 30, même à Rouyn-Noranda. On peut toujours trouver le moyen, trouver du temps. Même si du temps, ça se trouve pas, il faut le prendre pour faire ce qu'on aime. Donc, voilà! En 2020, je suis fier du travail accompli avec mes collègues pour mettre en place la saison 2 de la tarification dynamique. Tout ça de la maison en usant l'équivalent d'une paire ou deux de jeans depuis le mois de mars. Et aussi très fier de voir comment mes deux enfants réussissent à s'adapter, garder le courage dans un contexte si particulier, même si ce n'est pas toujours facile lorsqu'on a 12 et 15 ans. Et sur ces témoignages de fierté, ça nous amène à notre prochaine catégorie, la catégorie transition énergétique ou, comme on va l'appeler aujourd'hui, la catégorie Sauvons la planète. Et pour en parler, on a avec nous Patrick Vigneault et Julie Sbecken. Bonjour Sandrix. Bonjour Patrick, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi? Oui, très bien, merci. Donc, la transition énergétique, c'est le sujet de l'heure, c'est sur toutes les tribunes. C'est vraiment d'actualité, donc tout le monde en parle. Et quand on parle de transition énergétique, on parle de décarboner notre économie. On parle d'électrifier le Québec, mais de façon responsable. On veut réduire et repenser notre consommation d'énergie. Puis sais-tu quoi, Patrick, qu'est-ce qu'on a fait en 2020? On s'est attaqué à nos stratégies pour décarboner et électrifier les bâtiments du Québec. Puis qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut le faire avec le moins d'impact possible sur notre pointe. Donc, qui dit électrifier le Québec, dit aussi réduire les gaz à effet de serre, parce que quand on électrifie nos bâtiments, on réduit l'énergie fossile. On a aussi lancé nos programmes d'efficacité énergétique. Je me plais à dire que c'est les programmes d'efficacité énergétique 2.0. Donc, à titre d'exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a invité nos clients d'affaires à venir adhérer à nos programmes. Donc, vraiment, un bon coup qui est bien lancé pour l'année 2020. Également, au niveau des réseaux autonomes, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut vraiment trouver des alternatives qui sont propres. Donc, on fait du jumelage entre du diesel et de l'éolien aux îles de la Madeleine. Donc, vraiment un bon coup pour nous. Également, quand on parle d'électrifier le Québec, quand on parle aussi d'efficacité énergétique, bien, on n'a pas le choix, on revoit notre prévision des ventes. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi en 2020. Puis, on a aussi revu nos approvisionnements pour s'assurer la sécurité énergétique pour le futur. Donc, moi, je trouve qu'on doit être très, très fiers des activités de HQDSP parce qu'on est vraiment au cœur et on a à cœur la transition énergétique du Québec. Également, on a fait quelque chose d'assez extraordinaire. On a créé de belles opportunités. Une opportunité que je suis vraiment fière, c'est qu'on a contribué à l'autonomie alimentaire du Québec. Donc, comment on a fait ça? On a proposé un tarif avec des modalités qui permettent à plus de services d'avoir des tarifs avantageux. Et sais-tu quoi, Patrick? On a un objectif. On va vouloir doubler nos serres en 2025. Fait que ça, c'est vraiment un excellent coup. Également, Hydro-Québec a revu son image. Elle l'a repositionnée en 2020. Et savez-vous quoi? Nos activités d'HQDSP, on a vraiment au cœur des 3 chantiers qui ont été lancés un peu plus tôt par Sophie il y a quelques semaines. Donc,
je m'en voudrais de finir sans parler de l'humain. Donc, à tous ces hommes et ces femmes qui travaillent dans la transition énergétique, qui sont des acteurs importants, qui sont présentement en mouvement pour faire en sorte qu'on ait un monde meilleur. Mais sais-tu quoi? Mais surtout pour travailler sur un Québec de demain, donc à son développement. Patrick, est-ce qu'on va vraiment sauver la planète? Julie, tout à fait. En fait, c'est un contexte qui est difficile, c'est un défi qui est difficile, c'est un gros défi. Mais qui dit défi pour HQDSP, c'est des opportunités. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager les opportunités que vous avez prises en main pour faire avancer cette transition énergétique-là. Je vais commencer avec notre flotte de véhicules, notre parc automobile. On est rendu à 500 véhicules qui sont électriques. On a aussi lancé un projet avec Lyon de conception de notre première nacelle électrique pour Hydro-Québec. Puis pas juste pour Hydro-Québec, c'est la première en Amérique du Nord. C'est pas rien. Fait que vous devez être fiers. On a aussi Mégantic, notre premier réseau, micro-réseau qu'on a connecté sur notre réseau intégré. C'est un projet qui est magnifique. On l'a fait avec l'aide de nos filiales, SEHQ, les batteries, avec ILO, avec la collaboration de toute l'équipe d'HQDSP, mais aussi avec la communauté. Fait que vous l'avez fait de manière de maître, main de maître. Je vous remercie et j'en suis très fier. D'autres projets qui sont porteurs aussi pour l'avenir du Québec, on parle le projet du poste des sources. Un autre beau projet où est-ce qu'on fait une agglomération de solutions alternatives, des batteries, des accumulateurs thermiques, de la mobilité pour les véhicules, plein de manières de gérer notre réseau afin de le caractériser pour pouvoir repousser des investissements dans le futur. C'est des projets qui sont porteurs pour Hydro-Québec puis que vous menez d'une main de maître encore une fois. Puis on n'est pas tout seul là-dedans, nos clients sont aussi en mouvement. Vous êtes au courant, vous êtes sur des projets qui sont majeurs pour le Québec, des projets de transport collectif. Vous en avez 2 à Montréal, 1 à Québec, le REM, la ligne bleue de Montréal. On a le tramway de Québec. C'est des projets où vous supportez le client, vous supportez la communauté, puis vous êtes aligné sur la réalisation de ces projets-là qui sont importants pour la relance de l'économie du Québec. En plus de ça, vous le savez, vous avez entendu parler d'MSCR, qui est notre système qui va faire la conduite de notre réseau. Bien, en parallèle de ça, on est en train de développer notre premier DERMS. Le DERMS, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir exploiter ces fameux micro-réseaux-là qu'on va déployer tranquillement dans la province. C'est de la manière qu'on va pouvoir gérer les agrégateurs comme ILO. C'est notre manière qu'on va pouvoir gérer toutes ces sources d'énergie qui sont distribuées décentralisées à travers la province. Moi, je suis très fier, désolé, je suis très fier. J'espère que vous partagez cette fierté-là. Hydro-Québec, on est en mouvement. On est le leader de la transition énergétique. Et la transition énergétique, j'ai envie de vous demander, ça représente des défis. D'après vous, en 2021, c'est quoi nos principaux défis, Patrick? Moi, je commencerais par un top 3. Puis ceux qui me connaissent, je suis tout le temps en top 3. Donc, être au rendez-vous pour nos clients, supporter nos grands clients à travers la province dans leurs demandes, supporter les grands chantiers. Je vous en ai nommé 2, mais il y en a d'autres. Puis j'ai le goût de vous en donner un 4e, juste pour faire un cadeau de Noël, être le catalyseur de possible pour le Québec. Julie? Mais moi, pour faire un peu différent, Patrick, j'ai un top 2. Moi, je pense que c'est l'efficacité énergétique, Patrick, parce que cette année, en 2021, on va vouloir être autour de 500 gigawattheures pour atteindre notre efficacité énergétique. Et notre deuxième, bien, c'est sûr, j'en ai parlé tout le long, c'est électrifier le Québec. Mais on ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec nos partenaires. Il faut se réinventer, innover, donc pour que tous en sortent gagnant-gagnant. Bien, merci à vous deux. Et c'est ce qui nous amène à revoir quelques enregistrements, en fait, de messages et de fierté de nos collègues un peu partout dans la province. En 2020, je suis fier d'avoir contribué positivement avec l'équipe maintenance et performance réseau Laurentide à l'amélioration du taux de satisfaction de la clientèle envers l'entreprise. Et tout ça dans le contexte de la pandémie qui, pratiquement du jour au lendemain, est venu modifier de façon importante nos interactions avec les clients, tout comme celles avec nos collègues de travail. Je termine donc l'année avec un sentiment du genre mission accomplie
Je suis content, je suis satisfait. Je trouve que collectivement, l'entreprise, on a fait un très bon travail, dans les circonstances évidemment. Et je termine en vous souhaitant à tous une bonne fin d'année 2020. En 2020, je suis fière d'avoir optimisé le temps que je perdais jadis dans le transport pour m'inscrire à un nouveau certificat en créativité et innovation à l'Université de Montréal. En 2020, je suis fière d'avoir passé à travers l'apprentissage d'un nouvel emploi chez Hydro-Québec. Ça s'est fait à distance, et ce, de façon virtuelle. C'était un défi supplémentaire et j'ai su le relever. Ce qui nous amène à notre dernier segment du gala, le segment efficacité opérationnelle, ou comme on l'a renommé aujourd'hui, pas le temps de niaiser. Et pour parler de ça, bien, on a avec nous Richard Lagrange et Luc Castonguay. Merci Sandrick. Pas le temps de niaiser. Grosse année 2020. On a-tu le temps de chômer, Richard? Pas vraiment, mon cher Luc. Ça a été intense. On dirait que chez HQDSP, on a comme une réaction instinctive. Quand il se produit quelque chose de difficile, on va 2 fois plus vite. Fait que nous autres, on s'est dit, pandémie, petite année de pandémie, OK, pas de raison pour se tourner les pouces, on ne fait pas les choses à moitié, go, on fonce. Donc, dans cette catégorie-là, on a eu plusieurs initiatives gagnantes. D'abord, on a commencé par gérer nos écarts. Comment on gère ça, les écarts, Richard? Avec notre système de gestion, mon cher Luc. Bravo, merci. On a optimisé notre planification. On a d'ailleurs créé une équipe de planification intégrée pour ce faire. On a, durant tous ces défis-là, eu le support de l'équipe Amélioration Continue, une excellente équipe Amélioration Continue qui nous a aidés à être plus efficaces, je dirais. D'accord avec ça? Tout à fait. Absolument. On a robotisé des tâches. On a donné la valeur ajoutée au travail de nos employés, de nos gens. On a également poursuivi notre démarche de référence opérationnelle. On l'a d'ailleurs déployé dans tous les territoires. C'était pas rien. Et ça, c'est avec les gens sur le terrain qu'on a réussi à faire ça. On a aussi pensé à nos cadres. Évidemment, on veut que nos cadres soient près de leurs employés, sur le terrain. Fait qu'on a fait en sorte d'essayer de trouver des façons de pouvoir les encourager à y être. On a réduit les réunions. On a réaménagé les agendas. On a trouvé du temps. Exemple, on a coupé les réunions le midi. On a essayé de libérer les vendredis après-midi, les débuts de lundi matin. Bref, on a pensé que ces gens-là étaient plus heureux, plus efficaces et que les employés aussi apprécieraient ça. Alors, on a-tu fait d'autres choses, Richard? Je comprends qu'on a fait d'autres choses, Arrête. Luc. Je peux te donner plusieurs autres exemples de ce qu'on a fait en 2020. On a revu nos processus, plusieurs de nos processus dans plusieurs domaines d'activité, dans le but d'avoir un meilleur service auprès de nos partenaires à l'interne, également auprès de nos clients à l'externe. On a également, en 2020, développé des nouveaux outils pour être plus efficients. Et il y a plusieurs exemples que je pourrais amener aujourd'hui, mais juste en donner 2-3, là, on a revu notre plateforme informatique pour faire les réservations de vols aériens. On s'est donné un nouvel outil aussi pour réserver des véhicules pour utiliser les véhicules du parc en commun. Puis il y a un petit tout dernier qui s'en vient, qui va arriver dans les prochaines semaines, là. C'est un nouvel outil de suivi de la marchandise quand ça transite d'un bâtiment à l'autre au sein d'Hydro-Québec, ce qu'on appelle la traçabilité. Puis en plus des processus et des outils, on a également travaillé beaucoup à optimiser la gestion des actifs. Ça, la gestion des actifs, c'est de l'efficacité opérationnelle pure. Puis ce que ça veut dire, c'est de tirer le maximum des actifs qui nous sont confiés. Puis ça peut prendre plusieurs formes. Un des exemples, c'est toute l'énergie qu'on a mis pour garder le cap sur la maintenance prioritaire de nos actifs. Puis ça, là, on a gardé le cap autant à VP Réseau qu'à Réseau Autonome que du côté du CSP. Un autre exemple de gestion des actifs, c'est la COVID. La COVID, ça a bouleversé nos vies, on en a parlé amplement aujourd'hui, mais au niveau de l'utilisation des locaux, ça nous donne une opportunité incroyable de revoir complètement l'occupation de l'espace. Et la stratégie immobilière qu'on a mis de l'avant cette année va nous permettre de capter justement cette efficience-là. Puis ce qui est remarquable, Luc, c'est qu'on a fait ça dans le contexte de la COVID, où on a eu à composer avec des particularités des enjeux auxquels on n'était pas habitué. Et à cause de ces nouveaux enjeux-là, on a mis en place des cellules pour que l'information transige rapidement. Plein de nouvelles réalités, plein de nouveaux enjeux. Il fallait que l'information monte rapidement, puis il fallait que les réponses descendent tout aussi rapidement. Alors, on a mis en place des cellules de crise, des cellules d'urgence, du CCPUC, CDPUC, et j'en passe. Et tout ça dans le but de répondre aux besoins de nos clients de la façon la plus efficace possible.
Fait que je dirais, moi, Luc, en 2020, là, ce qui a marqué l'année, là, c'est vraiment notre capacité à composer avec la COVID, de continuer à prendre soin de nos gens, de prendre soin de nos actifs, puis surtout de bien travailler en équipe, parce que c'est le succès, c'est le fondement de l'efficacité opérationnelle. Ça prend 2 ingrédients pour réussir dans l'efficacité opérationnelle. Il faut d'une part avoir une bonne communication, puis d'autre part avoir une bonne synergie d'équipe. Ça, c'est pour 2020. Si je vous donne une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez changer au niveau de l'efficacité opérationnelle en 2021, Richard? Pour 2021, Sandrick, si j'avais une baguette magique, je voudrais qu'on se fasse confiance davantage comme équipe. Donc, on apprenne à travailler comme une seule entreprise, un seul Hydro-Québec, uni. Nous, en 2020, à Sandrick, on a eu un mariage entre CSP et HQD qui nous a permis de faire de grands pas dans cette voie-là. Donc, beaucoup de synergie, beaucoup de travail d'équipe, puis je souhaiterais qu'on puisse transposer ça au sein d'Hydro-Québec. Parce qu'on fait des belles choses à Hydro. On a vu les sondages dernièrement qui nous placent comme un objet de fierté au niveau de la population. Mais si on apprend à travailler encore davantage en équipe, on va pouvoir être encore meilleur puis redonner encore davantage à la société. Luc? Une baguette magique, Sandrix, moi j'aimerais ça que le terme efficacité opérationnelle n'intimide pas les gens. J'ai parfois l'impression que les gens l'identifient automatiquement à baisse d'effectifs ou encore à efficience. Pour moi, l'efficacité opérationnelle, c'est faire mieux en gang, c'est faire mieux en utilisant l'intelligence de notre monde. Puis ça fait d'Hydro-Québec, quand tu es meilleur, bien, un levier économique. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens aient plutôt le sentiment d'associer ça à la fierté d'être un Hydro-Québécois, un employeur de choix, puis un levier économique pour le Québec. Merci à vous deux. Merci. Et parlant de fierté, c'est le temps d'aller voir pour la dernière fois de ce gala ce que nos collègues vont en dire un peu partout au sujet de la fierté de 2020. En 2020, je suis fier d'avoir contribué, avec mes collègues, à l'intégration d'un premier parc éolien aux îles de la Madeleine. Cette première source d'énergie renouvelable sur notre réseau autonome permettra de réduire de 13 % les émissions de gaz à effet de serre de la centrale thermique diesel. En 2020, je suis fière d'avoir pu ajuster mes voiles au grand vent, en m'adaptant au télétravail, en échangeant plusieurs fois semaine avec mes collègues, en revoyant nos façons de faire pour mieux répondre à notre mission dans l'intérêt de notre organisation, et ce qui nous a permis d'obtenir à ce jour un record jamais atteint en facturation par réclamation, 18 millions. Un gros merci à tous mes collègues, une belle fierté à vous partager. Bonjour à tous, je me présente Adam Lemers, monteur de ligne Chicoutimi. J'aimerais dire qu'en 2020, je suis fier que malgré le contexte actuel, nous avons réussi à offrir un bon service à la population québécoise. En 2020, je suis fière d'avoir aidé nos clients à réduire leur consommation d'énergie et à participer à nos programmes d'efficacité énergétique dans leurs efforts pour mieux consommer, surtout dans le contexte actuel où tout le monde a besoin d'un petit coup de pouce. Ça fait du bien d'aider les autres. Merci à tous nos collègues de partout qui ont accepté de se prêter au jeu de la caméra. Éric, c'est inspirant quand même d'entendre ce que tout le monde avait à dire là-dessus. Je te pose la question à toi. Qu'est-ce qui te rend fier en 2020? C'est une bonne question, puis je vais prendre le temps d'y répondre également. Pour moi, ma grande fierté, évidemment, c'est vous, c'est notre équipe. Cette année, plus que jamais, l'équipe, on s'est démarqué, on s'est collé les coudes, on a passé à travers des épreuves difficiles, il faut le dire, mais je pense qu'on est ressorti encore plus soudés cette année. Puis moi, ça m'inspire beaucoup, en fait, pour continuer à travailler avec vous. C'est un privilège d'être le leader de l'organisation. Travailler avec vous, puis 2021, je pense qu'on a vraiment une fondation exceptionnelle pour poursuivre notre virage clientèle. En 2021, moi et mon équipe, évidemment, on va être là pour vous appuyer. On veut vous écouter, très important. On veut être capable de vous consulter, vous faire participer à ces grands défis qu'on a à relever ensemble. Donc, pour finir le gala, on a une dernière
dernière présentation à faire. En fait, c'est un invité de marque, un invité spécial, Pierre Lavoie, qui va venir nous parler d'une thématique qui nous a porté tout au cours de l'année. Donc, l'importance d'être bien physiquement pour être bien psychologiquement. Vous savez, on a parlé beaucoup de santé mentale, recharger nos propres batteries. Donc, on va parler de ça. Pierre Lavoie, évidemment, je n'ai pas besoin de faire des longues présentations, mais vous le savez, c'est un athlète de calibre international, un champion du monde à l'Ironman d'Hawaï. Un jour, j'aimerais ça faire un mini ou un demi, mais ça m'impressionne beaucoup tout ce qu'il a fait, ses prouesses. C'est le fondateur aussi du Grand Défi Pierre Lavoie, qu'on connaît très bien au Québec. Donc, une histoire exceptionnelle. Il va venir nous parler justement de comment on fait attention à nous. Vous allez voir, très inspirant. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à l'appel tout au cours de l'année 2020. Évidemment, on a des beaux défis à venir. Je vous souhaite entre-temps un joyeux temps des fêtes avec vos proches, dans le respect évidemment des mesures sanitaires. Prenez le temps de recharger vos batteries, prendre de l'air, sortir, et on se revoit l'année prochaine pour une année encore aussi extraordinaire. Merci. Bien, merci Eric pour la présentation. Bien, merci d'abord de m'inviter aujourd'hui à votre gala. Ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est que notre Québec est en plein changement dû au COVID. Mais moi, depuis déjà 4 mois, je dis grâce au COVID, grâce au COVID, grâce au COVID et grâce au COVID. Donc, oui, il y a des zones de contrainte, mais il y a plein d'opportunités dans ce qui se passe. Et ça arrive une fois 100 ans, une situation comme celle-là. Il ne faut surtout pas la laisser passer. On a des grandes occasions d'amener une société un peu plus durable. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de résilience, je vais vous parler de durabilité, je vais vous parler de leadership, bien entendu, et je vais vous parler à la fin de rire santé. On reviendra tout à l'heure, ce n'est pas le rire santé, mais c'est pas le rire, le rire santé. C'est sûr que les choses négatives dans cette situation, il y en a quelques-unes, même plusieurs, mais les plus grandes, c'est les décès, tout près de 7000 morts au Québec. On sait que c'est une catastrophe. On sera en mesure probablement d'être meilleur la prochaine fois. Le deuxième grand drame, je dirais que c'est les pertes d'emploi qui arriveront quand les gouvernements vont se retirer. Il y aura beaucoup de pertes d'emploi. Le troisième grand drame, c'est que nos enfants ont manqué d'école pendant 2 mois et la situation actuelle n'est pas encore à la normale pour eux. Et ça, c'est très grave pour une société parce que vous savez, si le Québec s'est élevé comme société, c'est dû à l'éducation. Parce qu'en 1960, un premier ministre qui s'appelle Jean Lesage avait décidé de construire 454 écoles au Québec pour instruire les Québécois. Qu'est-ce que ça a donné? Bien, ça a créé des grandes entreprises, ça a créé le Québec Inc., ça a créé également le C-Series, qui est considéré comme le meilleur appareil commercial qui vole dans le monde, qui est devenu l'Airbus 220. Donc, ce sont des Québécois qui l'ont construit. Donc, aujourd'hui, on a les meilleurs ingénieurs en génie électrique, aéronautique, intelligence artificielle au monde. On est dans les meilleurs médecins au monde après les Américains. Donc, on n'a plus rien à envier par l'éducation qui a fait en sorte que la société s'est élevée. Mais le sujet principal que je vais vous parler, bien entendu, c'est tout le côté de profiter de la situation pour l'avoir peut-être différemment. Donc, le bon côté à travers le COVID,
c'est qu'on est tous en train de développer de la résilience. On n'est pas les seuls, c'est la planète au complet. Ça, c'est très, très bon pour un humain de développer de la résilience et c'est très, très bon pour une société également. Donc, la résilience, ça se développe dans les défis, ça se développe dans les épreuves qu'on vit. Parfois, ils nous sont imposées. Parfois, c'est des épreuves qu'on a recherchées. Ça peut être des épreuves sportives, ça peut être des épreuves de la vie, ça peut être un défi personnel qu'on doit affronter. Mais à chaque fois qu'on confronte une situation, à chaque fois qu'on essaie de passer à travers, bien, on devient plus fort. Mon slogan préféré, ça a toujours été « L'inconfort nous rend plus forts ». Donc, ce qui rend fort, ce n'est pas le succès. Ce qui rend fort, c'est l'inconfort. Donc, à chaque fois que vous avez une situation difficile devant vous et que vous la confrontez, vous ne réussissez pas toujours. Mais à chaque fois que vous allez la confronter, vous allez grandir. Et si vous faites ça toute votre vie, bien, un jour, vous finirez par atteindre le haut de la société, le haut de la pyramide, et tout le monde se posera la question, comment vous avez réussi à vous rendre si haut? Et on regardera votre vie, ce sera une série d'inconforts. Donc, moi, je dis aux gens, vous savez, à chaque fois qu'on a une situation devant nous, il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas la contourner, il ne faut pas passer par-dessus. Il faut plutôt la regarder et se dire, on va y aller. On ne réussira peut-être pas, mais au moins on va grandir. Si on aurait tous cette attitude, et nos enfants aussi, d'ailleurs, on les élève souvent dans la facilité, on sait très bien qu'on n'a pas le bon modèle. C'est important dans la vie d'avoir des défis. C'est important aussi d'avoir des échecs, parce qu'on apprend nos échecs et ça nous permet d'être meilleurs. Donc, pour moi, c'était un peu le sens de mes dernières années. Et dans la vidéo qu'on vient de voir, je vous dirais que c'est tous ces éléments qui sont là, la résilience, la durabilité, le leadership, et bien entendu, la santé physique et mentale. Comment on peut rallier autant de gens que la cause est éviter des maladies plus tard? Vous savez, il y a juste le Québec qui fait ça dans le monde. Donc, on peut réunir les gens pour le cancer, on peut réunir les gens pour les faire manifester pour l'environnement. Et on est capable de réunir des gens pour plein de raisons, mais réunir des gens pour éviter des maladies plus tard, ça, on appelle ça de la prévention. Présentement, il y a juste le Québec qui fait ça dans le monde. Puis il faut être fier de ça. C'est un travail qui se fait depuis des années, puis ça se fait collectivement. Ce n'est pas un travail d'un enseignant dans une école, ce n'est pas un travail d'un parent, c'est un travail collectif pour finalement nous amener vers mon prochain sujet, c'est la durabilité. Donc, il y a 4 grands chantiers qui s'installent devant nous. Le premier, bien entendu, ça a toujours été les mêmes. La santé, l'éducation deuxième, l'économie et l'environnement. Les autres prennent de plus en plus de place maintenant. Est-ce qu'on a un système de santé durable? Pas du tout. Vous savez qu'on investit présentement 44,5 milliards dans le système de santé. Ça, c'était juste avant le COVID, le 7 mars dernier. Donc, au prochain budget en mars, vous verrez, on devrait frôler les 50 milliards investis en santé. On sait maintenant qu'on a défoncé les 53, 54 et même 55 de tout le budget de l'État qui sont investis en santé. Et on sait que les revenus ne seront pas au rendez-vous. Donc, on peut penser atteindre 60 du budget de l'État rapidement d'ici 2 ou 3 ans qui devra être investi dans le système de santé. Et la population vieillira de plus en plus dans les 15 prochaines années et demandera de plus en plus de soins. Donc, comme vous voyez, là, il n'y a pas de durabilité là-dedans. Non? Donc, le système de santé est non viable à court terme dans son modèle actuel. Donc, il faut y amener un système de santé durable. De quelle façon? Bien, en faisant de la prévention. Mais on investit combien finalement en prévention dans le système de santé? C'est 1,5 seulement du budget de la santé qui est investi en prévention et le reste va vers le curatif. Donc, bien entendu, toute la prévention en santé, on devra vraiment y travailler. C'est une chose qui devra se faire dans les prochaines années. Et le COVID, bien entendu, nous porte à réfléchir, est-ce que le système de santé est viable? Non. Est-ce qu'avec le virus, en attendant qu'on ait un vaccin, on peut avoir une solution? Oui, elle était préventive, se laver les mains, garder 2 mètres, avoir un masque. Donc, on se rendait compte que la prévention, finalement, on peut aller très loin au niveau de la prévention. Donc, le vaccin, bien entendu, va venir régler le problème pour de bon, mais juste avec la prévention, on aurait pu aller très loin. Vous savez, chez Hydro, vous travaillez beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, au niveau de la prévention des accidents. Moi, j'ai travaillé chez Alcan, puis c'est un peu comme Hydro, c'est des cultures semblables au niveau de la sécurité. Puis, même j'ai travaillé dans les papetières où c'était beaucoup plus dangereux. L'usine où j'ai travaillé, il y avait environ 3000 moteurs qui faisaient tourner des équipements dangereux. Donc, il y avait 3000 dangers. On n'a pas fermé l'usine. Qu'est-ce qu'on a fait? On a inculqué des cultures sécuritaires. On a fini par avoir 0 accident pendant toute une année au complet. On pensait que c'était impossible. Alors, on est parti de 14 incidents par mois à 0 accident pendant toute une année avec 780 travailleurs avec 3000 dangers apparents autour de nous. On avait inculqué une culture sécuritaire.
Donc, on n'avait pas fermé l'usine. On avait fait avec les dangers. Donc, c'est ça la culture préventive. C'est d'habituer les gens à travailler d'une façon préventive. Mais en santé, vu qu'on n'est pas habitué, on est habitué au curatif. Donc, on veut un vaccin, bien entendu, mais il y avait tellement à faire au niveau de la prévention. On a tellement de gains à faire. D'ailleurs, c'est ce qui nous sauve présentement. C'est parce que les gens, s'ils respectent les consignes, ben on peut continuer d'être fonctionnel d'une façon quand même assez intéressante. Donc, est-ce qu'on a un système de santé durable? Non. Donc, le COVID nous poussera vers la durabilité en investissant beaucoup plus en prévention. Est-ce qu'on a une économie durable? Pas du tout. Cette économie, bien entendu, qui est la mondialisation, on l'a vu, quand les frontières se ferment, on manque de médicaments, on manque d'équipements médicaux. L'autonomie alimentaire, on est rendu à 40 %. Donc, Hydro, merci beaucoup de vous investir à électrifier justement les serres pour qu'on aille chercher une autonomie alimentaire au Québec. On a besoin d'aller chercher ce 70 % qu'on avait dans les années 80 pour avoir une autonomie un peu plus, où un jour, s'il y a une troisième guerre mondiale et les frontières se ferment, bien, il faut être un peu plus autonome. Là, on se rend compte qu'on l'est moins qu'on l'était avant, donc il y a un risque. Maintenant, est-ce qu'on a un environnement durable? Pas du tout. C'est un de vos volets d'ailleurs. Donc, sauver la planète, bon, on le fait comment? Ben, en électrifiant. On a eu cette énergie verte au Québec, là. On a la chance. Il y a eu des visionnaires à l'époque qui nous ont créé votre organisation, l'Hydro. C'est une chance, là. Je dis toujours aux gens, c'est qu'il y avait au Québec, on a la chance d'avoir deux ressources naturelles renouvelables, l'eau et la forêt. Il y a des pays qui en voudraient une. On en a deux, dont l'eau, la plus importante sur la planète. On possède 3 % de l'eau douce sur la planète, le Québec. Excusez, là, mais on a une richesse entre les mains, on la gère bien. Et maintenant, c'est devenu un levier pour la durabilité, hein, que les véhicules électriques. Donc, l'avenir est prometteur. Donc, soyons brillants. Je sais qu'il y a des gens brillants chez Hydro. Il y a des gens brillants partout au Québec. Maintenant, on est instruit au Québec, là. On est capable de construire l'avenir vers la durabilité, inévitablement. Donc, l'environnement, le Québec sera un joueur. Il l'a été. On l'a vu la Californie, on a vu le Québec. Mais le Québec sera un joueur, selon moi, très important en Amérique pour montrer l'exemple. On est capable de le faire. On a les outils nécessaires pour le faire. Maintenant, le dernier volet, donc j'ai dit santé, économie, éducation. Donc, est-ce qu'on a un système d'éducation durable? Ben, on l'a vu. Nos enfants ont manqué de l'école pendant 2 mois. Là, maintenant, on travaille très fort. Je parlais ce matin avec le gouvernement. On va essayer d'équiper nos écoles pour que nos enfants puissent continuer à avoir l'école à distance. S'il arriverait un virus un jour, ou une autre situation où l'enfant ne peut pas aller à l'école, il peut se casser une jambe en ski. Est-ce qu'il peut continuer à avoir l'école à partir de la maison? Oui, maintenant, on est en mesure de s'outiller pour que nos écoles soient beaucoup plus performantes. Donc, le COVID va avoir permis ça également. Donc, ces 4 grands chantiers qui seront mis en place bientôt, ils doivent aller vers la durabilité. Pourquoi? C'est très simple, c'est que on a emprunté des milliards pour maintenir l'ancien modèle, parce qu'on disait les vraies affaires. Il y a eu une croissance économique pendant 12 ans. On a réussi à avoir une récession vers la 8e ou la 9e année. Habituellement, les récessions arrivent entre 7 et 9 ans. Donc, elle n'est pas arrivée. Il y a eu 12 ans de croissance. On allait avoir une récession. Elle s'en venait tout doucement. Le COVID est arrivé. On fait planter l'économie. On a emprunté des milliards, parce que tout l'intérêt était très bas, pour maintenir l'ancien modèle. Et là, maintenant, l'économie finira par planter. On devra réinvestir des milliards, réemprunter, des milliards, pour repartir le nouveau modèle. Donc, ça, c'est beaucoup de milliards empruntés. Qui va payer cette dette? Bien entendu, nos enfants. Donc, aujourd'hui, on doit faire des choix pour eux, pas pour nous. C'est ça la durabilité. On doit construire l'avenir en fonction de nos enfants, parce que je n'aimerais pas reconstruire la Chevrolet 1967, là, ce modèle qui existe là, depuis des années. Maintenant, il y a des Tesla, il y a des modèles contemporains. On doit construire l'avenir, puis le Québec a la capacité de le faire. Et vous êtes un outil extraordinaire pour le faire. Et d'ailleurs, on le voit, vous êtes impliqué. C'est une nouvelle présidente qui est dans cette lignée-là. Moi, ça me parle énormément. Maintenant, le leadership. Parce que je voudrais juste m'assurer, me rendre jusqu'à la fin, j'ai juste 30 minutes, là. Tout ça, bien entendu, sera une question de leadership. Le leadership, c'est quoi? Vous savez, j'ai vu passer beaucoup de gens tout à l'heure qui ont passé avant moi. Ce sont tous des leaders de leur département. C'est des gens qui dirigent, qui orientent. Il y a plusieurs modèles de leadership. Vous savez, Trump aux États-Unis, c'est un leader. Il y a plein de modèles. Obama, c'en est un aussi. Il y a différentes catégories. Mais celui que je crois qui va chercher l'engagement des gens autour de nous, c'est le leadership authentique et humain. C'est un modèle un peu différent des anciens modèles qui étaient axés qui étaient beaucoup plus directifs. Donc, je suis le patron, c'est moi qui décide. Vous n'avez pas le choix, vous tournez à droite. Ça, c'est l'ancien modèle. Mais un leader authentique, un leader vrai et humain,
Il va plutôt avoir une approche totalement différente. Il n'imposera pas sa vision. Hein. Il va plutôt argumenter et convaincre. Il va non plus, il va plutôt, il n'imposera pas sa vision non plus. Il ne donne pas d'ordre. Il va plutôt suggérer aux gens. Il va proposer des choses. Et ensuite, ce pouvoir qu'il a acquis, ce pouvoir de leader, il vous est donné par les gens autour de vous. Hein. Ce n'est pas vous levez un matin, moi je suis un leader. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est les gens qui vous donnent ce titre. Puis les gens vous le donnent par les actions que vous avez posées dans votre vie et par les gestes que vous avez posés. Et est-ce que vous êtes mis à risque dans votre vie? Et vous n'êtes pas obligé de réussir pour devenir un leader. Ce n'est pas une question de succès. C'est une question d'accepter de se mettre à risque à l'occasion. Pas beaucoup de gens osent aller dans le risque. Vous vous mettez à risque à l'occasion, les gens reconnaissent ça. Même si vous ne réussissez pas, ils vont quand même vous reconnaître comme leader. À ce moment-là, ils vous donnent ce pouvoir, ce fameux pouvoir d'influencer, hein, ce pouvoir de changer les choses, d'influencer les gens, les changements et les événements. C'est un pouvoir précieux. Tout le monde recherche ce fameux pouvoir. Mais lui, il vient avec des grandes responsabilités, bien entendu, parce que souvent, il va nourrir votre ego, et votre ego peut devenir surdimensionné. Et là, vous allez vivre l'inverse d'un leadership authentique et humain. Vous allez vivre un power trip. Et ça, c'est très, très désagréable pour les gens qui subissent. Donc, le leadership authentique et humain, c'est une personne, une fois qu'il a acquis ce pouvoir, il va avoir la sagesse de le partager aux gens autour de lui, en les rendant plus forts. Et ces gens-là, comme reconnaissance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont le garder comme chef, et donc vous allez vous élever sans effort. Donc aujourd'hui, on est dans ces nouveaux modèles d'organisation où on va aller chercher l'engagement des gens, et les gens qui vont décider justement de s'investir pour une mission, pour une cause ou pour votre travail. Ça va beaucoup dépendre du modèle de leadership qu'on aura autour de nous. Donc moi, c'est ces modèles qui vont faire toute la différence. C'était un peu mes actions que j'ai posées. Il y a toujours eu cette approche au niveau du leadership qui a fait une très grande différence. Donc, aujourd'hui, le Grand Défi, on a 11 programmes et événements. Ils ont tous été renouvelés dans le COVID. Donc, on a mis, comme tout le monde, tous nos employés à pied en mars. Le lundi, suivant le vendredi de la mise à pied, on a réembauché 10 employés pour renouveler nos programmes sur le web. Et dès on s'est attaqué au fameux Cube Énergie que vous avez tous fait avec vos enfants et vos petits-enfants. Donc, on a lancé les Cubes Énergie à la maison. On a connu un vaste succès grâce au COVID. En quelques jours, on a renouvelé notre programme pour la course au secondaire. On l'a appelé Bouge-toi le Cube. Donc, au lieu d'avoir 5 000 participants, on a eu 25 000 participants grâce au COVID. Et rapidement, on a renouvelé le programme du 1000 km. On avait toujours 6 000 participants. Et à ce moment-là, on a atteint 67 000 participants. Et on a atteint 2 millions de kilomètres ensemble. Donc, Hydro a beaucoup participé avec ses employés. Grâce au COVID, on a connu un succès monstre. Et rapidement, on a relancé les grandes marches du Grand Défi, où à chaque année, on avait 75 000 marcheurs, 101 villes participantes au Québec. Là, on a atteint 163 000 participants et 1016 villes au Québec qui ont participé grâce au COVID. Donc, le COVID, bien entendu, nous a permis de se renouveler pour les 6 prochaines années. L'an prochain, il y aura un amalgame de l'ancien modèle avec le nouveau. Et grâce au COVID, maintenant, pour nous, on est sur les rails pour les prochaines années. C'était une occasion unique de relancer et de se rebâtir pour faire en sorte que ce mouvement social, au niveau de la prévention, doit avancer. Maintenant, bien entendu, je ne peux pas passer à côté sans vous parler du REER Santé. J'aime ça, le REER Santé. Pourquoi je veux vous en parler? Parce que votre santé, c'est très important. D'abord, votre corps, c'est votre véhicule d'expression. Il va toujours bien vous servir. Il va vous servir à voyager, à avoir des enfants, à travailler, à avoir beaucoup de plaisir dans la vie. Mais vous devez vous en occuper. C'est votre responsabilité. Vous l'habitez et lui, il a des besoins, comme manger, boire et dormir. Bouger, ça fait partie également de sa vie. On doit le faire bouger régulièrement. Et quand on dit un REER Santé, ça veut dire quoi? Donc, au quotidien, on doit investir régulièrement, comme un REER. On investit dans un REER ou un fonds de pension, c'est pour s'assurer qu'à sa retraite, on puisse avoir une santé financière intéressante pour vivre jusqu'à sa mort. Hein? C'est le but d'un REER et d'un fonds de pension. Mais il y a combien de gens qui investissent dans leur REER Santé au quotidien pour s'assurer qu'à votre retraite, vous puissiez être en santé? Donc, ce REER Santé, c'est un peu comme votre REER ou votre fonds de pension. Régulièrement, on investit dedans et à chaque fois, il grossit. Et à quel moment qu'on en profite? Bien, c'est autour de 60 ans, bien entendu, à notre retraite. Quand on prend notre retraite, c'est là qu'on en retire les bénéfices. Donc, aujourd'hui, les statistiques sont contre les Québécois. Puis, je vais vous sensibiliser là-dessus. Vous allez voir, tantôt, je vais faire le lien avec la santé mentale.
parce qu'il y a des études qui nous démontrent vraiment que les deux sont reliés d'une façon très importante. Donc, votre RIE, quand vous investissez au quotidien, vous pouvez s'assurer qu'à 60 ans, vous retirez sans problème. Mais l'espérance de vie au Québec est très élevée en passant. Elle est à 80 pour l'homme et 84 pour la femme. Ça, c'est à la limite pas une bonne nouvelle parce qu'on augmente l'espérance de vie au Québec d'une année à toutes les 7 ans, d'une façon très régulière. Parce que le problème, c'est qu'on est incapable d'augmenter l'espérance de vie, qualité de vie, qui est très basse. Au Québec, on dit que 82 des Québécois ont une espérance de vie, qualité de vie autour de 64 ans. Donc, les Québécois tombent malades autour de 64 ans en moyenne parce qu'ils n'ont pas des bonnes habitudes de vie. Donc, c'est la grande majorité des Québécois qui viennent de prendre leur retraite et tout à coup, ils tombent malades. On ne décède pas le lendemain matin. Bien entendu, on rentre dans le système de santé pendant plusieurs années et on finira entre 80 et 84 pour l'homme et la femme par décéder. Donc, je voudrais vous ramener un petit peu à des couleurs parce que j'aime ça parler avec les couleurs. Vous savez, on va naître, quand on est vert. On n'a pas de problème de santé, tout va bien. À un moment donné, avec les années, on va finir par devenir jaune. On ne développe pas des pathologies. Hein? Et par la suite, on finira par devenir rouge et on va décéder. Donc, vu que notre système de santé, notre super système de santé n'est pas axé sur la prévention, sur le jaune, est axé sur le rouge, donc on attend que les gens soient malades pour les prendre en charge. Okay? Donc, si je vous donne un exemple, vous commencez à développer un peu de cholestérol, un peu de diabète de type 2. Vous savez, le diabète de type 2, ça prend 10 ans avant d'apparaître. Vous êtes 5 ans prédiabétique. Donc, vous avez commencé à avoir des petits problèmes, c'est pas trop ce qui se passe. Tout à coup, hop, ça commence à avoir chaud, on fait une prise de sang, tout à coup, on vous dit « Ah, vous êtes diabète de type 2. Vous êtes devenu dans le rouge. » Le problème, c'est quand on est allé dans le rouge, par des mesures correctives drastiques et des changements de comportement, hein, on peut vous ramener au jaune, mais jamais au vert. Donc, mais si vous êtes allé dans le jaune et on vous a repéré, et par des mesures correctives personnelles et certains médicaments, on peut vous ramener au vert. Donc, à quel moment vous aimeriez le savoir? C'est quand vous êtes jaune. Désolé, au Québec, on ne fait pas de jaune, on fait que du rouge. On traite que du rouge. Donc, qui est capable de savoir qu'il a commencé à développer un peu de cholestérol, que le diabète de type 2, vous êtes prédiabétique, hein, que vous faites un peu d'hypertension? Désolé, on n'a pas le temps de s'occuper de vous. On vous s'occupera de vous quand vous serez rendu dans le rouge. Et souvent, vous êtes rendu beaucoup trop loin. Donc, les gens tombent dans le jaune autour de 54 à 62 ans et tout ça apparaît autour de 64. Bien entendu, l'espérance de vie au Québec est très élevée. On est comme dans les pays scandinaves, à peu près la même chose, 80-84. Mais là-bas, l'espérance de vie, qualité de vie, à 7 ans de moins. Donc, ça veut dire que les pays scandinaves rentrent 7 ans plus tard que nous dans le système de santé. Vous voyez tout le gain à faire au niveau de la prévention, puis vous travaillez là-dedans. Chez Hydro, vous savez, prenez-le au niveau de la sécurité. Là. On a tellement à faire en prévention pour économiser, pour faire en sorte que notre système de santé soit beaucoup plus efficace. Comment l'amener, la prévention? Je parlais avec Horacio la semaine passée, on a eu la chance de jaser pendant 1 heure. C'est sûr qu'il ne l'a pas facile, là. Mais en même temps, la prévention, dit Pierre, c'est quand même une solution. Là. Se laver les mains, garder notre distance. Pour l'instant, ça marche. Là. Si les gens respectent les consignes, on est capable d'être fonctionnel, mais on n'est tellement pas habitué avec ça. Là, on avait la chance de faire avancer la prévention de façon importante, mais en même temps, il y a une épidémie présentement d'obésité et une épidémie d'hypertension et de cholestérol élevé. C'est ça qui va faire sauter la banque bientôt. Quand la pandémie sera passée, on restera quand même avec ce problème majeur qui est là. Donc, on a un devoir de citoyen, d'organisation, mais aussi sociétalement, on a tous un devoir d'aller vers la prévention. Donc, le RIE Santé, pour moi, c'est investir dedans au quotidien et vous pourrez en retirer plus tard et pouvoir profiter de votre retraite. C'est très important. Hein? Puis, il n'est jamais trop tard. Les gens disent « Ah, mais moi, je n'ai pas fait de sport, mais je suis trop loin, il est trop tard, je ne peux rien faire. » C'est faux. Puis, je vais vous amener aussi sur une autre voie, c'est que si quand vous étiez jeune, vous avez fait des sports, peu importe le sport, puis vous avez arrêté pendant 30 ans pour votre carrière, puis des fois, on le voit régulièrement, quand vous allez recommencer, on appelle ça des bons répondants. Votre cerveau se rappelle de tout, de tous les mouvements. Donc, les mouvements se développent entre 0 et 12 ans. On appelle ça la littératie physique. C'est pour ça qu'on travaille très, très, très fort à faire bouger vos jeunes dans les écoles et leur faire plein de sports différents pour développer leur littératie physique, donc le sens des mouvements. Si vous faites du vélo, vous apprenez à faire du vélo, vous avez 10 ans, vous arrêtez d'en faire pendant 40 ans, vous rembarquez sur un vélo à 50 ans,
vous savez encore en faire. Votre cerveau s'en rappelle. C'est ça la littératie physique. Le cerveau l'enregistre le maximum d'informations de 0 à 12 ans. Puis on dit souvent que si vous n'avez pas fait de sport, si vos enfants ne font pas de sport avant 12 ans, ou sont très inactifs avant 12 ans, bien souvent on le programme aux problèmes de santé plus tard. S'il a fait du sport avant 12 ans, son corps est prêt finalement à être actif, même sur une période de relâchement. Même si nos ados se mettent à arrêter de bouger, là, ne vous en faites pas. Se met la graine quand ils sont tout petits. Plus tard, ça revient, ils deviennent des bons répondants et votre corps finalement reprend rapidement sa place. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est comme un rire. Vous n'avez jamais investi dans votre rire. À la fin, vous décidez d'investir rapidement. On peut faire du rattrapage dans notre rire et notre fonds de pension. C'est la même chose au niveau de notre santé. J'ai un petit exemple là-dessus qui est bien comique, mais qui parle beaucoup. Il y a un monsieur qui vient de prendre sa retraite. Il investit dans son fonds de pension depuis des années, puis dans son rire. Là, il arrive à la maison, il dit à sa femme, aucun problème. Il regarde son fonds de pension. On en a assez pour vivre jusqu'à notre mort. Là, il se tourne d'abord, il regarde dans son rire santé, il n'a jamais investi dedans. Il commence à avoir des problèmes de poitrine. Là, il se pose des questions, il va voir son médecin. Il se ramasse à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il devient cardiaque. Donc, 4 pontages. C'est pas agréable, là. Donc, il vient de prendre sa retraite. Il y a 4 pontages. Donc là, on arrive au mois de février. Ça fait 8 semaines qu'il fait froid au Québec. Là, il dit à sa femme, on est à la retraite. Là, maintenant, on s'en va en Floride. Non, on ne peut pas aller en Floride, là. Tu n'es plus assurable. Si tu tombes malade aux États-Unis, là, puis tu opères là-bas, tu vas manger ton fonds de pension. Non, tu restes à la maison. Là, il n'est pas content. Là, il faut que je reste à la maison. Il dit, OK, je vais aller à la chasse. Non, tu ne peux pas aller à la chasse. Là. Si tu tombes malade dans le bois, l'autre bout du monde, non, on ne peut pas aller te chercher. Non, tu restes à la maison. Là, il n'est pas content. Il ne peut pas non plus aller à la chasse. Finalement, il reste une seule chose à faire dans sa journée, c'est d'aller prendre un café chez Tim Hortons. Donc, prendre un café chez Tim Hortons, revient à la maison, Tim Hortons, maison, l'hôpital, Tim Hortons, maison, l'hôpital, Tim Hortons, maison. Donc, j'espère que vous n'aurez pas investi toute votre vie dans votre rire, parce que j'espère que vous avez pensé à votre rire santé, parce que, vous savez, on la perd vite, cette santé-là. Vous savez, les gens, quand je les regarde agir, je me dis, c'est triste de voir qu'à la fin, ils ont manqué le bateau. Puis d'investir dans votre rire santé, il n'est jamais trop tard et vous pouvez, bien entendu, le faire au quotidien. Vous pouvez faire du rattrapage. Qui m'amène à vos enfants, comme je vous disais. On travaille très fort avec les enfants du Québec. La durabilité, c'est quoi? C'est de travailler en éducation, amener dans notre société toute cette partie que les générations grandissent avec des nouveaux comportements qui font en sorte qu'on aura une durabilité dans les 4 grands chantiers. La santé mentale, c'est la dernière partie que je veux parler. Donc, il y a des études qui se font ici à l'Institut de cardiologie de Montréal, avec des grands instituts de cardiologie à travers le monde également. Vous savez, puis là, c'est des vraies données, là. Une personne qui a un problème coronarien, c'est juste pour vous faire réfléchir, là, okay? Parce que je vais avoir 2 défis à vous lancer après, là. Donc, une personne qui a un problème coronarien à 64 ans, combien ça va prendre pour qu'il puisse perdre son cognitif? Donc, vous savez, notre cognitif, là, lui, il suit normalement avec les années. Parce que, premièrement, on dit que si on ne meurt pas du cœur, c'est le cancer qui nous emporte. Si ce n'est pas le cancer, bien, ce sera l'Alzheimer. Donc, ils ont fait des études dans les instituts de cardiologie pour voir une personne qui a un problème coronarien à 64 ans. 10 ans plus tard, à 74 ans, elle n'est plus fonctionnelle cognitivement. Pourquoi? Parce qu'on s'est débranché cognitivement. Votre cerveau, c'est une bébite qui est comme un muscle qui doit toujours travailler. Il doit toujours être en mesure de résoudre des problèmes. Là, je disais, j'ai peur de problèmes à ma retraite. Bien, ce n'est pas une bonne idée. Votre cerveau, il est fait pour travailler. Donc, ça veut dire que si vous vous débranchez, se débrancher, ça veut dire débrancher votre cerveau, c'est parce que peut-être que vous êtes tombé malade, hein? Et là, vous n'avez plus de défis, vous faites partie du conseil d'administration, vous ne travaillez plus, vous êtes débranché. Donc, votre cerveau perd rapidement ses facultés. Donc, je vous prends demain matin, je vous amène sur une île, sans téléphone, sans stimulation. Je vous ramène 6 mois plus tard dans un CA. Tout le monde va dire, ouh, on a perdu beaucoup. Donc, le cerveau, c'est quelque chose qui doit toujours travailler. D'ailleurs, je donne toujours ça, je dis toujours aux gens, tu sais, la retraite, c'est bien, mais la transition, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à ta transition? Parce que retraite, c'est un peu négatif, c'est se débrancher. Il ne faut jamais se débrancher. Gardez votre cerveau branché, connecté. Puis une des choses qui va vous faire vous débrancher, c'est que vous tombez malade. Donc, organisez-vous que votre corps soit en santé. Ça va bien aller dans votre cerveau par la suite. Et les deux se travaillent toujours en symbiose. Et aujourd'hui, on le voit que toute cette contribution qu'on peut apporter encore, on peut faire une transition à 60 ans, mais continuer à travailler encore pendant 15 ou 20 ans dans des choses qui nous plaisent ou faire avancer notre société autour de nous. Donc, le corps a une grande capacité. Je vous le répète, là, c'est votre responsabilité. Vous devez vous en occuper. Donc, je vais terminer avec 2 défis. J'aimerais ça avant
avant les fêtes, ces temps-ci, il y a plein de gens qui ont des besoins. Si vous vous sentez privilégié, si vous sentez que vous, ça va bien, si vous sentez que vos enfants, ça va bien, vous êtes dans un environnement idéal ou mieux que la plupart des gens, bien, on ne peut pas rencontrer les gens à cause de la distanciation, mais on peut appeler par contre. Aujourd'hui, on fait un téléphone à un ami, à quelqu'un qu'on aime, dans notre famille, à quelqu'un que ça fait des années qu'on n'a peut-être pas parlé. Il sera surpris de votre appel, mais en même temps, juste savoir comment est-ce qu'il va. Ça va-tu bien? Donc, si tout le monde ferait ça au Québec, juste recevoir un appel d'une personne qui nous dit, ben c'est le temps des fêtes, on pensait à vous, on ne pourra pas se voir, mais on pense à vous, puis si vous avez besoin, gêne-toi pas, appelle-moi. Ça, je pense qu'avant les fêtes, c'est important. Parce que moi, je me considère maintenant privilégié, puis je vais faire plein d'appels à des amis que je sais qui n'ont peut-être pas la même situation que moi, puis j'en ressens un devoir, parce que je sais que la situation a touché tout le monde au niveau mental, bien entendu. Ces gens-là, on les connaît. Puis on n'a pas envie de leur faire sentir, juste appeler, puis être de bonne humeur, puis garder le sourire. Une autre chose que je voudrais rajouter, si parfois dans votre vie, vous vivez des malheurs, gardez le sourire. Parce que le positif attire et le négatif va repousser. Donc, quand on vit une difficulté, juste le fait de garder le sourire, ça va attirer les gens, vous avez plus de chances de passer à travers. Puis le dernier défi que je vais vous lancer, celui que je viens de vous dire, pour la santé mentale, c'était avant les fêtes. Mais l'autre, il est pour après les fêtes. Donc, investissez dans votre rire. Pensez-y au quotidien, à l'investir pour votre santé à vous. Celui-là, il est pour vous. Puis quand vous me dites, moi, mais je n'ai pas le temps, mettez-le dans votre agenda. C'est 30 minutes par jour que vous devez faire. On ne parle pas d'une heure, on ne parle pas de courir des marathons. Là. On parle de ce petit 30 minutes au quotidien, une marche de 30 minutes quotidienne. Puis mettez rendez-vous avec le premier ministre. Vous allez voir, ça fonctionne. Ton patron t'appelle, je voudrais te voir à 1 heure, je ne peux pas, j'ai une rencontre avec le premier ministre. Il va dire, OK, c'est beau, je ne te dérange pas. Ça marche toujours et ça marche avec toutes les personnes parce que la personne la plus élevée dans la société, c'est le PM. Et quand on a un rendez-vous quotidien avec le premier ministre, il y a besoin de mes conseils entre telle heure et telle heure. Puis rappelez-vous que c'est comme manger, boire et dormir. Votre corps a besoin de bouger, sa santé physique et sa santé mentale. Donc, merci de m'avoir écouté. Je sais que j'ai manqué de temps, j'aurais aimé ça avoir un PowerPoint, mais continuez, on a besoin d'Hydro-Québec, bien entendu, qui est là depuis des années. C'est une fierté au Québec. Puis, soyez sécuritaires, collez vos enfants, parce qu'ils sont dans votre bulle. Puis, soyez prudents, lavez-vous les mains, respectez les consignes, parce que pour l'instant, c'est la prévention qui fait qu'on continue de fonctionner. La prévention, bien, c'est comme ça partout dans les organisations de travail au Québec. On l'a compris depuis des années. Maintenant, faisons-le avec, comme citoyens, collectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Toujours intéressant et inspirant. Merci. Merci. Ben, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci à Éric, bien entendu. Merci également à Régis, Nadia, José, Michel, Patrick, Julie, Richard et Luc qui vous ont adressé la parole. Merci à vos collègues un peu partout qui ont bien accepté d'enregistrer des petits mots, de prendre part à ce gala. Prenez soin de vous et puis bonne fin d'année 2020 à tout le monde.